Serge Garde, bonjour. Bonjour. Alors Serge, comment te présenter? Tu es l'auteur d'un film célèbre, Outreau, l'autre vérité, un film visqueux d'après Dupond-Moretti. Tu es présenté par lui-même comme le chef de file des révisionnistes judiciaires par rapport à cette affaire d'Outreau. Et tu es également, pour un autre avocat, falsificateur de la mémoire historique. Oui, ce que je trouve, c'est que ces avocats de la défense qui sont aujourd'hui à Rennes pour défendre Daniel Legrand, ils ont tendance à projeter sur les autres, sur moi-même, donc sur mon film, ce qu'ils sont eux-mêmes, visqueux et le mensonge. Ils n'ont pas arrêté de mentir, ils continuent, et ce sont les enfants, et c'est moi qui mens. Pour Dupond-Moretti, ce troisième procès donc d'Outreau n'a absolument aucun sens. On ne vient pas ici pour démontrer l'innocence de Daniel Legrand, car elle est acquise. Oui, il est très fort, maître Dupond-Moretti. Il est en train de dire que la justice française est complètement délirante, aberrante. Je veux dire, c'est pas pour faire plaisir à une association Innocence en danger ou à un syndicat FO Justice que le procès est audiencé à Rennes. Le procès est audiencé parce qu'il devait être audiencé. Mais il y avait eu un petit accord qui avait été passé entre Dupond-Moretti et les avocats et le procureur de Douai il y a de nombreuses années. Alors ça, c'est extraordinaire. Pour que ce procès n'ait pas lieu. Voilà, c'est extraordinaire d'apprendre ça. Vous avez les avocats de la défense qui négocient avec le procureur un accord pour que le procès de Daniel Legrand devant une cour des assises des mineurs n'ait pas lieu. Et ça, dans le dos des parties civiles, c'est-à-dire dans le dos des enfants victimes et de leurs avocats. C'est extraordinaire quand même. En même temps, en mettant de côté, on va dire, une très grande partie des médias et les avocats des acquittés d'Outreau, on peut comprendre que l'opinion publique s'interroge en se disant c'est un peu de l'acharnement quand même, refaire un procès Outreau 10 ans après, c'est pas absurde? Ah oui, bien sûr, parce que ce procès aurait dû être audiencé tout de suite, sans attendre, mais là on tombe sur le problème de cet accord complètement irréel qui a été passé entre le procureur et les avocats de la défense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel Legrand a été jugé à Saint-Omer puis à Paris, il a été condamné à Saint-Omer, on l'oublie, et il a été acquitté en appel à Paris pour les viols présumés qu'il aurait commis sur des enfants alors qu'il était majeur. Mais la loi française fait qu'une cour d'assises des adultes ne peut pas juger des faits commis par un mineur. Et donc il y avait toute la partie concernant les viols présumés que Daniel Legrand aurait commis sur les enfants d'Outreau, et ça n'était pas jugé. Je veux dire, c'est normal que ça vienne devant la cour d'assises des mineurs. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait attendu si longtemps pour que ce procès soit audiencé et d'apprendre que s'il a été oublié, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu un accord passé entre les avocats de la défense et le procureur dans le dos des parties civiles. Ça dépasse l'entendement. Alors, Daniel Legrand a décrit par le menu ces séances pédophiles qui étaient d'ailleurs filmées. C'était des sortes de petits films pédopornographiques qui étaient tournés par les parents de lait et qui étaient revendus par la suite. Lui-même touchait de l'argent. Et il a décrit ça auprès d'un expert psychologue mandaté par la justice qui s'appelait Michel Hermise. Et tu as le document de ce que nous raconte donc à l'époque. C'est pas des aveux extorqués, c'est pas une garde à vue un peu rustique comme il y a parfois. Là, c'est vraiment, il se livre. Vas-y, raconte. Oui, Daniel Legrand est entendu par l'expert psy Michel Hermise. Il s'agit de déclarations spontanées. On est tout à fait au début de l'affaire. Et voilà ce qu'il dit. C'est pas moi qui parle, c'est les propos de Daniel Legrand. J'ai violé des enfants. C'est arrivé chez Delay, chez Myriam et Thierry. C'était des amis que j'ai connus à l'âge de 15 ans. Quand j'allais chercher mon shit à Outreau, j'atterrissais chez eux. J'ai fait ça pour de l'argent. On m'a proposé de faire ça pour de l'argent. Et moi, j'ai accepté. Je touchais 300, 400, jusqu'à 600 francs. Souvent, j'avais du shit avec. J'ai eu des relations sexuelles avec les femmes. Ça m'est arrivé avec Aurélie, c'est une des condamnées. Ça s'est passé plus ou moins bien. Ça a été
C'était quand il se passait ça, les femmes pénétraient les enfants avec des godes, on faisait l'amour avec des adultes, on était filmés, des fois on me demandait de filmer. J'ai fait ça de 15 ans à 19 ans. J'ai arrêté vers l'an 2000 parce que j'en avais marre. Les enfants, je les violais. Il y avait les femmes qui étaient là pour nous masturber. On nous mettait bien en jambes. Avec les femmes qui étaient présentes, Myriam et ses copines, des fois on était 10 ou 15. Les enfants criaient, hurlaient. À cette époque, je fumais mon shit, je ne prenais pas encore d'héroïne. Thierry, il a tué la fillette avec ses mains parce qu'elle hurlait. Il ne l'a pas supporté. J'étais présent au moment où il l'a fait. Voilà, ensuite, il évoque la non-présence de son père. Alors, le meurtre que tu viens d'évoquer et qui raconte, je dirais, de façon assez naturelle à cet expert, va être utilisé par la suite par Dupond-Moretti pour dire, vous voyez, il a balancé ça de façon à ce qu'on dise que tout ça était une fable, que c'était faux, que c'était énorme. Ouais. Oui, et si Daniel Legrand, d'après les expertises de psy, avait un QI de 170 ou frôlant le 200, on pourrait très bien comprendre que, comme le disent ses avocats, il aurait inventé une histoire de meurtre pour prouver par l'absurde que le juge croyait n'importe quoi, sauf que son QI ne permet pas ce genre d'élaboration. Et en plus, ça c'est bien avant qu'il fasse ses déclarations chez le juge Burgot et qu'il envoie une lettre à France 3 pour annoncer le meurtre de la fillette. Non, ça c'est une conversation avec son psy. Ce ne sont pas les enfants, mais l'un des adultes mis en examen qui va provoquer le second rebondissement. Les policiers du SRPJ de Lille recherchent le corps d'une fillette, 5 ou 6 ans, belge sans doute. À l'origine des fouilles, ce jeune homme, entendu hier par le juge d'instruction, il a reconnu avoir assisté au meurtre. C'est par une lettre que ce mis en examen a alerté le juge Burgot. Mais France 3 en reçoit également une copie. Comment ce double du courrier a-t-il pu quitter la prison ? Dans la foulée de cette lettre, les faits faisaient l'ouverture des journaux télévisés, que l'on filmait en direct les excavatrices qui creusaient dans le jardin au pied de l'immeuble en pensant qu'on allait découvrir des corps d'enfants, que le magistrat, le maire de la ville d'Outreau à l'époque n'avait pas hésité, et on peut comprendre son émotion, à dire qu'il s'attendait au pire et à ce qu'on trouve plusieurs enfants, 3-4 enfants, et qu'il s'attendait à des horreurs, à découvrir un charnier. Donc là, il y avait eu quand même, et ça peut s'expliquer, une dramatisation qui n'a existé dans aucun autre dossier de ce genre, à ma connaissance. Ils n'ont rien trouvé. Toute la journée, les enquêteurs du SRPJ de Lille ont fouillé ce petit jardin ouvrier sans succès. Pas trace du corps de l'enfant. Une fillette d'origine flamande, sans doute, de 5 ou 6 ans, pas plus. Là, on n'a rien découvert. Cependant, les policiers pensent que les témoignages qu'ils ont reçus sont bons. Et à partir du moment où il y a cet élément-là, le dossier devient totalement immaîtrisable. Et le magistrat instructeur, le procureur, l'ensemble des intervenants judiciaires sont confrontés à une obligation de maintien en détention de l'ensemble des protagonistes de l'affaire, tant qu'on n'aura pas tiré au clair ce récit. Par la suite, le dénonciateur, un futur acquitté, expliquera qu'il a inventé toute cette histoire pour démontrer par l'absurde que le juge était prêt à faire n'importe quoi. Mais plusieurs enfants avaient parlé de ce meurtre présumé. Et le dénonciateur lui-même l'avait évoqué devant un psychiatre, tout en reconnaissant avoir violé des enfants pour de l'argent. L'autre petit souci qu'on a avec Daniel Legrand, c'est que Daniel Legrand ne va pas être le dernier à balancer des adultes, c'est-à-dire à donner des noms, y compris des personnes qui ont été par la suite acquittées. Ah oui. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça on l'a caché aux Français, c'est qu'aucun adulte n'a été déféré devant la cour d'assises de Saint-Omer simplement sur la base
d'accusations portées par les enfants et de Myriam Badawi, cette femme qu'on a présentée comme mythomane. Non, au départ, beaucoup des adultes se sont dénoncés les uns les autres. Et Daniel Legrand n'a pas été le dernier à balancer. Il a dénoncé 8 adultes. Des gens qui aujourd'hui disent il est innocent, je me porte garant pour lui, etc. Voilà, c'est ça la réalité. Donc d'une façon ou d'une autre, on va forcément, au cours de ce procès, se reposer la question, même si les avocats s'en défendent, des parties civiles, c'est-à-dire des enfants de lait, on va se reposer la question de la culpabilité de ces fameux acquittés d'Outreau. Franchement, Karl, moi je ne pense pas que ce soit le lieu. À Rennes, ce qui est jugé, c'est Daniel Legrand pour les viols présumés qu'il aurait commis sur des enfants entre 15 ans et puis 18 ans. Les autres viols, ça a été jugé, il a été condamné puis acquitté, on n'en parle plus. Maintenant, c'est vrai que quand j'apprends que le président de la Cour d'assises des mineurs à Rennes a prévu 3 semaines d'audience, alors qu'une affaire de viol devant une cour d'assises classique, c'est 2 jours, là, effectivement, je me pose des questions. Moi, je ne sais pas le sort que les jurés à Rennes vont réserver à Daniel Legrand. Il sera peut-être acquitté, et grand bien lui fasse. Hein. Mais je crois que ce qui est important, c'est que des choses soient dites. Parce qu'on a menti aux Français. C'est ça le truc. Quand on présente Daniel Legrand comme un espoir du football français qui a été broyé par l'affaire, c'est pas vrai. Dans ses déclarations devant l'expert psy, il dit qu'il consommait du shit et qu'il était passé à l'héros. C'est-à-dire qu'il était toxicomane avant l'affaire. Je connais pas de toxicomane adolescent qui est terminé en équipe de France de football. C'est du baratin. Voilà. Et il y a eu plein de mensonges comme ça. Encore une fois, le plus gros des mensonges qui a été mis dans la tête des gens, c'est d'imaginer que la justice allait pouvoir fonctionner et déférer comme ça 17 adultes devant une cour d'assises simplement sur la base des déclarations d'enfants et d'un accusé, alors que tous les autres diraient le contraire. Non, ça ne tient pas. Non, le dossier était beaucoup plus complexe, beaucoup plus solide que ce que les avocats de la défense ont dit. Là où tu lis les journaux depuis hier, c'est qu'il y a une sorte d'énorme machine de guerre qui s'est remise en place pour dire que c'est le procès de trop, que tout ça n'a aucun sens. Pourquoi ? C'est une excellente question et je crois qu'on peut tous s'interroger. Parce qu'en l'occurrence, il y a eu une flopée d'émissions, il y a eu France 2, il y a eu France Inter, le service public, hein, et qui présentaient des émissions pour plaindre Daniel Legrand, qui est à plaindre sans doute, mais en oubliant la parole des enfants victimes, la parole des parties civiles. C'est-à-dire que c'était des émissions, je dirais, de propagande pour la défense, où la défense avait micro ouvert, et la parole des parties civiles, des enfants victimes, avait complètement disparu. C'est anormal. Et là, les avocats de la défense et les journalistes qui s'y prêtent essayent de refaire le coup de 2004 et de 2005, à savoir que vous avez tous les médias qui, alimentés à la source des avocats de la défense, tiennent le même discours, une espèce de légende d'Outreau, une histoire simpliste, avec un juge qui est débutant, etc. Oui, Burgot, l'ordure, voilà, qui faisait pas ses dossiers. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué. En attendant, en tant que citoyen, on peut s'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire dans une démocratie quand des journalistes se comportent comme des porte-plumes et des porte-micros des avocats de la défense, en oubliant que dans un procès, il y a 2 parties. Et cette façon de censurer la parole des enfants et de leurs avocats est, pour moi, quelque chose qui pose problème. Il y a un fiasco. Ce n'est pas un fiasco judiciaire, ou trop. C'est un fiasco médiatique. Ce qui est terrible, c'est que depuis 2004, depuis le 2e procès Outreau, la parole de l'enfant, maintenant, n'est plus écoutée. Il y a des témoignages qui viennent absolument de partout, qui disent qu'un enfant, surtout s'il a moins de 6 ans, on ne prend pas en compte ce qu'il dit, et qu'il y a beaucoup de plaintes qui n'aboutissent pas, parce que juste, les chargés de ces affaires disent « Non, mais bon, c'est un gosse, il raconte peut-être des conneries. »
Là, ça a des effets absolument dramatiques qu'on peut mesurer encore aujourd'hui dans tous les prétoires en France. La grande tendance, c'est à acquitter des gens qui sont accusés de violences sexuelles sur des enfants, parce que, attendez, on ne va pas refaire un procès d'outreau, les enfants mentent, la preuve par outreau. Ça fait des ravages. Moi, je sais que les enfants peuvent mentir, mais je demande qu'on prenne la parole des enfants comme on prend la parole des adultes. Parce que les adultes sont considérés comme présumés innocents, jusqu'à ce qu'on démontre qu'ils sont coupables, mais les enfants, là, ils sont présumés coupables de mensonges avant même que l'enquête soit faite. Ça n'est pas raisonnable, parce que si on réfléchit bien, ces enfants qui ont été violés par des adultes, ils vont grandir dans une espèce de haine, avec une perte de confiance totale avec le monde des adultes. Et comme l'a dit le capitaine Wallet dans Outreau, l'autre vérité, mon film, il a dit moi j'ai peur, vu la façon dont on a traité ces enfants, j'ai peur que ces enfants deviennent une bombe à retardement. J'ai su qu'après j'étais plus le seul. Après il y avait les fils des voisins. Ça a commencé comme ça. Au début c'était 2 personnes. Après il y avait des autres personnes qui ont commencé à connaître. Je sais pas vraiment comment ils ont négocié pour faire ce réseau. Je ne le saurai jamais. Qu'est-ce que je sais? C'est que tout le temps, tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais un enfer. Elle se faisait violer devant moi. Elle criait en me regardant, en pleurant. En disant « Kevin, au secours, Kevin, au secours, Kevin, au secours », tout le temps. « Kevin, au secours ». Mon beau-père le frappait en disant « Il t'aidera pas. Il n'y a personne qui t'aidera. » Il me frappait pour montrer que moi j'étais faible, que je pouvais aider personne. En disant « Lui, c'est pas un dur. Lui, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. » J'avais peur. J'avais tellement peur que j'ai rien dit à personne. La peur dont parle Chérif, Dimitri Delez, son frère cadet, en témoigne également. Souvent on nous disait si tu continues à te débattre, on te mettra, on descendra à la cave. Je veux dire, tous les enfants, en tout cas tous ceux-là que j'ai vus et que j'ai connus, ont été menacés. Toujours les mêmes techniques. Tu veux telle chose, je vais te l'acheter, mais sois tranquille. Tu restes tranquille et tu auras ça. Et tu dis rien à personne si on t'est mort. Tellement on nous avait empêchés de dire non, tellement on avait vu ces choses-là que malheureusement ça devenait une habitude. On devait aussi regarder les autres en train de se faire violer ou en train de se toucher entre nous. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. C'était payant pour les gens, pour qu'ils puissent s'amuser. Sur moi, sur mes petits frères, et comme sur d'autres enfants, quoi. J'en ai vu beaucoup. Les enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Ils disaient tous la même chose. J'ai vraiment vécu presque 2 ans de calvaire. Ou que si j'allais là-bas, tous les dimanches, je savais qu'est-ce qui allait m'attendre. Karl, je vais te faire un aveu, une petite révélation. Je crois 3 fois, j'ai eu Chérif au téléphone. En général, c'était vers minuit, 1h du matin, où il m'appelait parce qu'il avait décidé de retourner à Boulogne-sur-Mer pour régler ses comptes. Et c'est un jeune qui, à un moment donné, avait fait des démarches pour acheter une arme. Et au téléphone, ça durait
une heure et demie pour arriver de le convaincre en disant « Si tu fais une connerie, shérif, c'est comme si tu disais que les autres ont gagné. Il faut absolument que tu fasses confiance à la justice. » Ah, la justice. Aujourd'hui, il y a Jonathan Delay, son petit frère, qui va être le seul à la barre, ou il y aura Dimitri? Il va être... Alors, je ne sais pas, Dimitri, c'est un feu follet. Hein, peut-être qu'il viendra, j'en sais rien. Ils sont assez imprévisibles. Jonathan sera à Rennes. Il doit y être, là où on parle. Shérif, je ne crois pas, mais ils sont partie civile, c'est-à-dire ils sont représentés par des avocats. Jonathan dit, si j'avais rien à reprocher à Legrand, je ne serais pas là. Oui, parce que l'argument des avocats de la défense, c'est de dire, il n'y a rien dans le dossier, il n'y a aucune pièce dans laquelle les enfants Delay accusent Daniel Legrand. C'est-à-dire que pour les avocats de la défense, quand le dossier leur est utile, ils l'évoquent, sinon ils veulent absolument l'évacuer. Non, les enfants, il y a 3 enfants Delay qui sont partie civile, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les faits, ils reprochent des actes graves à Daniel Legrand, point barre. On peut rappeler juste ce qu'ils ont touché en tant que victimes et ce qu'ont touché les acquittés. Ce qu'il faut rappeler, parce que les Français ne le savent pas, c'est qu'à l'issue des 2 premiers procès, il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes par la justice. C'est-à-dire qu'on est confronté à 2 vérités quelque peu contradictoires, c'est-à-dire il y a la vérité des acquittés qui disent « Vous voyez, je suis innocent, la preuve c'est que j'ai été acquitté ». Bon, ils confondent acquittement et innocence, ce n'est pas des synonymes. Mais vous avez aussi la vérité judiciaire des 12 enfants qui ont été reconnus victimes de viol et indemnisés à ce titre. Alors ils ont touché à leur majorité 30 000 €. Et les autres? 10 fois plus. Merci Serge.